20h sur ce plateau d'Africa Today. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition d'information. Plus de 400 personnes ont péri après le passage d'une pluie torrentielle à Freetown et 18 morts dans un attentat à Ouagadougou. Le président guinéen se sent préoccupé par ces deux situations dramatiques. Alpha Condé a fait des gestes humanitaires à l'endroit des peuples léonais et burkinabés. Le chef de l'État guinéen a donné 100 000 $ et des vivres à la Sierra Leone et 100 000 $ au Burkina Faso. Ces actes, bien que sociaux, suscitent des commentaires dans la cité. Des citoyens ont réagi dans l'émission Droit de comprendre. Décryptage, ça à l'Oyombono. Dès le lendemain de la catastrophe en Sierra Leone, le président Alpha Condé a promis une assistance logistique et financière à ce pays frontalier à la Guinée. Une promesse qu'il n'a pas tardé à réaliser quelques heures plus tard. Le chef de l'État guinéen a offert 100 000 $ et des vivres à Freetown. À cela s'ajoutent 100 000 $ offerts au Burkina Faso récemment victime d'attentats. À Conakry, les citoyens restent partagés sur cette actualité. On a vu le président Alpha Condé qui a donné au niveau de Burkina. Et il devait donner 10 millions d'euros à Sierra Leone. D'abord, on est voisins. Deuxièmement, il y a plein de Guinéens là-bas. Si on dit 100 morts en Sierra Leone, mais en tête de 60, c'est les Guinéens. Avant de partir au niveau de l'Union africaine, on parle d'abord de Manoïl Vaïnia. Vraiment, moi, je suis content de ce que le professeur Alpha Condé a fait à Sierra Leone. Mais je voudrais dire à professeur Alpha Condé, même pour aller à la Mecque, si c'est la dépense de la famille que tu diminues, c'est pas la peine d'aller. Ce qui a fait faire, c'est satisfaire le Guinéen. L'accident qui a passé à Guinée est la priorité par rapport à ce. On est d'accord qu'on a perdu nos parents, mais les catastrophes qu'il y a eu à Sierra Leone, c'est 10 fois plus grave que les catastrophes qu'on a eu en Guinée. Nous représentons le continent, ceux qui sont morts dans l'accident. D'accord, si la Sierra Leone a un problème, c'est la Guinée qui a un problème. Actuellement, le président de la République, toute l'Afrique est égale. Et c'est pourquoi il y a eu catastrophe, il y a eu accident. Deux choses différentes. Catastrophe est d'abord, il n'est pas le président de la République de Guinée seulement maintenant. Durant une année, il est président de toute l'Afrique. Depuis le début de la semaine, un glissement de terrain survenu suite à une forte pluie a coûté la vie à plus de 400 personnes en Sierra Leone. Des sources précisent que 600 autres sont encore portés disparus. Des équipes de secours continuent de fouiller sous les décombres pour retrouver d'autres éventuels cadavres. Ouagadougou, elle, tente de remettre l'ordre au restaurant Istanbul où un attentat a fait 18 morts. Et pendant ce temps, Kindia pleure ses 10 disparus suite à un accident de la circulation survenu à Labota. Dans le souci de faire comprendre l'administration fiscale guinéenne aux professionnels des médias, une session de formation axée sur le vocable fiscal a été initiée ce vendredi à Conakry. Durant 2 jours, les participants seront outillés en technique leur permettant de comprendre l'organisation, le fonctionnement et le mécanisme de l'administration fiscale guinéenne. C'est une initiative du ministère du Budget à travers la Direction nationale des impôts. Omar Sow. Malgré les efforts fournis par les hommes de médias en matière d'information, il faut retenir que de nombreux défis restent encore à relever. Des insuffisances liées au traitement des informations sectorielles, notamment économiques. D'où cette première étape de formation devant permettre leur familiarisation avec le lexique approprié de la fiscalité, à en croire le directeur général de la structure Wassolon Agency Communication. Selon Aboubakar Diallo, durant les travaux, 4 modules seront développés. 1. Historique et fonctionnement de l'administration fiscale guinéenne. 2. Lexique usuel et principes généraux de la fiscalité. 3. Droits et devoirs des contribuables vis-à-vis de l'administration fiscale. 4. Aperçu sur les réformes en cours engagées par l'administration fiscale guinéenne. Pour le représentant du ministre de la Communication, cette formation intervient à un moment où le gouvernement a engagé des réformes dans la mise en œuvre de sa politique fiscale. Pour y arriver, il s'avère nécessaire que la population soit bien informée de l'utilisation faite des impôts et des taxes perçues. Et c'est justement là l'enjeu de la présente rencontre qui vous permettra de renforcer vos capacités en approche professionnelle, la maîtrise des concepts en matière fiscale, la compréhension du processus d'imposition et les modes de saisine sur les crimes et délits en la matière. Selon le directeur national des impôts, la tenue de ce séminaire répond justement à cet objectif de vulgarisation de bonnes informations. J'ose espérer que ces 2 jours de travaux vous permettront de mieux appréhender cette opportunité
pour un meilleur enrichissement de vos connaissances dans le domaine fiscal et formule également le vœu que votre implication dans la vulgarisation du service fiscal ait l'impact souhaité sur les populations contribuables. Au terme de cette session, première du genre, un réseau de journalistes sera mis en place pour permettre à court et moyen terme à la presse guinéenne de disposer d'un noyau embryonnaire de spécialistes des questions fiscales. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée a effectué ce jeudi une visite de travail à la Caisse nationale de sécurité sociale. Objectif, prendre contact avec la direction générale de cette institution pour voir comment élaborer une collaboration entre la CNSS et l'OMS au profit des objectifs de santé et de développement de la Guinée. Soirée Boubacar. Cette visite du représentant de l'Organisation mondiale de la santé intervient juste après celle effectuée par l'ambassadeur de l'Allemagne en Guinée il y a quelques jours. Apparemment, les mutations enregistrées au niveau du centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale deviennent source d'attraction. Après la visite du dit centre, Georges Alfred Kizerbois a promis que son institution et la CNSS vont collaborer dans plusieurs domaines relevant de leur spécialité. La collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale va s'articuler autour de priorités concernant la sécurité sanitaire des travailleurs, l'accès à des soins et à la prévention de qualité et également l'échange d'expériences et les approches innovantes dans le cadre du mandat de la CNSS et de l'OMS. Quant au directeur général de la CNSS, il a saisi l'opportunité pour expliquer le mode de fonctionnement de la Caisse et ses besoins en matière d'appui. La Caisse avait lancé auparavant cette invitation pour non seulement recevoir monsieur le représentant de l'OMS en Guinée, le faire connaître et le toucher du doigt les réalités, le fonctionnement, le mode de fonctionnement et quelles sont les perspectives de la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous savez, en Guinée, il y a beaucoup d'inepties qu'on raconte. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de participer aux objectifs du millénaire. Et étant un membre, l'OMS étant un membre à part entière pour l'atteinte de ces objectifs, nous devons d'aller vers tout cela qui vont contribuer réellement à l'amélioration de la santé au travail, de l'hygiène et de la sécurité. En plus de ses besoins, Malik Sankon a fait savoir à son hôte que son institution a aussi besoin des études de faisabilité pour l'assurance maladie afin de pérenniser les acquis. Dans la mise en œuvre du processus lié à la transfusion sanguine, souvent des erreurs d'incompatibilité peuvent survenir, une situation qui peut, selon des spécialistes, provoquer un choc chez les patients. Pourtant, avec des mesures simples, pratiques et parfois intelligentes des médecins, ces chocs qui représentent un danger pour les personnes qui souffrent de l'anémie peuvent être évités. Diaou Bachir, explication. Les infections urinaires, la drépanocytose ou encore la malnutrition sévère sont le plus souvent répertoriées comme facteurs qui provoquent l'anémie. Et dans le traitement de ces personnes qui souffrent du manque de sang, des constats montrent que des erreurs d'incompatibilité ou de choc peuvent intervenir. Il faudrait qu'avant de placer le sang, le médecin se rassure, revérifie encore les mêmes informations et faire même au chevet du malade, après avoir entamé cette tension sanguine, à chaque 15 minutes de repasser. Sinon, il y a des risques. Il risque de faire un choc. Parce que si, par exemple, la poche sur laquelle il y a un groupe qui est sur la poche et que ce n'est pas le même groupe avec le malade, quand on met le sang sur le malade, ça va entraîner un choc à travers l'agglutination. Ça va être une transfusion incompatible. Et comme c'est prouvé, prévenir vaut mieux que guérir, le pédiatre appelle donc les parents à plus de vigilance sur les enfants. Quand ton enfant présente des comportements qui ne sont pas d'habitude, qui sont pas vraiment, il n'a pas d'habitude de faire ces comportements, il pleure, il reste timide, la fièvre, il faut envoyer l'enfant dans une structure hospitalière. Seul le médecin peut poser le diagnostic à travers un bilan en demandant le taux d'hémoglobine ou
l'hématocrite qui va dire ah, ton enfant est anémie. Et cette anémie, est-ce que cette anémie est tolérée ou non? Le fer stimule et encourage la production des cellules sanguines. Cette vitamine nécessaire pour l'organisme se trouve pourtant dans beaucoup d'aliments dont les feuilles de patate, de taro, de manioc, indique l'enseignant-chercheur. Bientôt, le village de Katali, localité située à 15 km de Wankifon, c'est dans la préfecture de Koya, va bénéficier d'un appui en eau potable, une initiative de l'association Solidarité France-Guinée pour le développement local, en partenariat avec le dispensaire Saint-Gabriel. Pour les donateurs de ce projet, le but visé est de toujours être au service des citoyens en facilitant l'accès des soins aux plus démunis. Reportage Aïssata Fofana. C'est une initiative qui fait suite au constat effectué dans l'un des villages de la sous-préfecture de Wankifon, situé à 75 km de la capitale Conakry. Ce village, appelé Katali, manque presque de tout. Pas d'eau potable, pas d'électricité, encore moins de centres de santé et d'établissements scolaires, explique le président de l'association SFGDL. Pour le directeur du dispensaire Saint-Gabriel, une localité qui ne dispose pas de ses acquis est considérée comme orpheline. Un village sans ces 4 paramètres-là est un village qui est orphelin et handicapé. Orphelin parce qu'ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité, pas de source d'énergie. Handicapé parce qu'ils n'ont pas les 2 éléments de vie, la connaissance et la santé, la scolarité et la santé. C'est pourquoi l'association Solidarité France-Guinée pour le développement local, en partenariat avec le dit dispensaire, compte répondre aux besoins des habitants de Katali. On a fait le choix en fait, entre Koya et Dubreka. Mais on a décidé finalement en fait, de se rendre dans Koya. Koya aussi, une fois Koya, on s'est rendu en fait, à Wankifon. Et c'est là le village se trouve. Une fois à Wankifon aussi, là on fait un déplacement et puis énorme, jusqu'à 15 kilos après, et puis pour avoir l'accès en fait à ce village. Donc il y en a plein, il y en a beaucoup de villages, mais on a jugé nous faire nécessaire de commencer avec ce village. En fait, venir au secours, faire ce qu'il souhaiterait. Outre cet appui, l'association SFGDL compte aussi réaliser 4 autres projets qui porteront sur des remises de médicaments, de livres scolaires, mais aussi du parrainage des 2 enfants, les seuls scolarisés dans le village de Katali, sur les 200 qui y vivent. La destitution et la démission de Bakary Fofana à la tête de la Commission électorale nationale indépendante continuent toujours d'alimenter les débats dans la cité. Dans l'émission La Tribune de l'actualité plus de chez FMTA TV, le consultant de l'ONG La Baïonnette Intelligente est largement revenu sur ces différents points. Décryptage Bamamadou Alpha. Arrivé à la tête de la Commission électorale nationale et indépendante en novembre 2012, Bakary Fofana quitte enfin la CENI après une fronde de la majorité des commissaires de l'institution électorale du pays. Et plus d'un acteur de la vie sociopolitique a salué cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui pourrait d'ailleurs sonner la fin de la récréation, selon certains observateurs. C'est par exemple le cas de Mamadou Kali Diallo, activiste de la société civile. Il faut saluer quand même la décision rendue par la Cour constitutionnelle et qui s'impose à tout le monde, d'ailleurs qui n'a pas de recours. Maintenant, c'est une CENI qui était là, très décriée, avec beaucoup de anomalies lors des dernières élections, parce que j'avais observé, j'en avais vu. Juste après avoir passé le témoin à son successeur, Bakary Fofana a préféré prendre distance à la Commission électorale nationale indépendante qu'il a pourtant dirigée pendant 5 ans. Le consultant de la Baïonnette Intelligente estime que le président déchu de la CENI est dans son plein droit de jeter l'éponge. Aujourd'hui, il peut estimer que ce n'est pas facile pour lui de revenir en tant que simple commissaire, c'est-à-dire commissaire de la CENI. Donc c'est de son droit de tirer les conséquences. Cela n'est pas mauvais en soi. Il invite par la même occasion aux acteurs de la commission électorale de travailler en synergie avec les acteurs impliqués dans le processus électoral pour enfin obtenir des élections apaisées. La recommandation que je pourrais faire à cette CENI, c'est d'impliquer tous les acteurs concernés dès au départ du processus et à toutes les étapes pour instaurer un climat de transparence et de confiance. Comme ça, j'estime que le verdict des urnes sera
accepter sans faire recourir à des recours contentieux peut-être violents. La crise à la CENI semble désamorcée et les regards des citoyens et acteurs politiques restent désormais rivés sur la tenue des élections locales. Le métier de cordonnerie, autrefois sollicité, fait face aujourd'hui à d'énormes défis. Le manque de matériel, la baisse de la demande et la valorisation d'autres articles au détriment de ceux made in Guinée. Voilà entre autres difficultés que rencontrent les cordonniers. Notre reporter s'est rendu dans un des ateliers au marché Niger, précisément à Yengema, dans la commune de Kaloum, où quelques-uns expliquent leurs conditions de travail. Suivez-les dans ce reportage de Fatou Kébé. Réunis dans un même atelier, les cordonniers, chacun pratique ce métier à sa manière. Leurs différentes activités sont notamment la fabrication des talons en bois, la réparation et la fabrication des chaussures. Tantôt, ils se servent de vieilles chaussures pour en faire des nouvelles, tantôt, c'est du matériel neuf qui est utilisé. Souvent, la clientèle est beaucoup plus forte chez les réparateurs de chaussures ou de sacs. Pour Diallo Oumar Silla, le marché des Chinois a un impact négatif sur les leurs. Avant, ça marchait beaucoup, mais à l'heure là, ça ne marche pas tellement. Mais à l'heure là, comme les tissus chinois sont nombreux ici, c'est pas cher, même si ce n'est pas garanti, mais ça a gâté notre travail un peu. De nos jours, peu considéré pour certains, le métier de cordonnerie reste le seul moyen pour eux de subvenir à leurs besoins et ceux de leurs différentes familles. Selon Diallo Oumar Silla, le manque de matériel constitue un frein à l'exercice de leur métier. À l'heure là, on travaille avec peine parce qu'il y a manque de matériel aussi. On ne gagne pas de matériel. Avant, il y avait des matériels déjà à l'heure là. Mais à l'heure là, il n'y a pas de matériel. Des fois, on donne les gens qui voyagent là. Tous ressortissants d'un même village, certains ont fait plus de 20 ans à pratiquer ce métier. Alpha Amadou Diallo est fabricant des talons en bois. Cela fait 5 ans que je suis là. On achète le bois au marché Nyengema ici et à Kenya. Nous demandons aux autorités de nous aider. Malgré les difficultés qu'ils rencontrent dans la pratique de leur métier, les observateurs pensent que leur existence dans la société est importante. Direction la Sierra Leone, où les funérailles ont lieu après les coulées de boue meurtrières qui ont fait plus de 400 morts, nouveau bilan à Freetown et des centaines de disparus. La recherche des disparus est toujours en cours. Suivez. Plus de 300 tombes creusées à la hâte, de nombreux corps n'ont pas encore été identifiés. Les Sierra-Léonais n'ont pas d'autre choix que ces inhumations collectives. Je me sens triste à cause de ce qui se passe dans ce pays, ces funérailles. Ce qui s'est passé ne doit plus jamais arriver ici. Ce n'est pas juste. Quelques anonymes étaient rassemblés, mais surtout beaucoup d'officiels pour rendre hommage aux victimes. Aux côtés du président sierra-léonais, la chef de l'État du Libéria voisin. Nous sommes venus, au nom du peuple du Libéria, pour dire à nos frères et sœurs combien nous sommes tristes. Nous partageons la peine de tous ceux qui ont été victimes de ce tragique événement. Ensemble, les deux pays ont traversé l'épidémie d'Ebola en 2014 et 2015. C'est ici même que beaucoup de victimes du virus avaient alors été enterrées. Des précautions sanitaires sont aujourd'hui prises pour éviter les épidémies et un nouveau drame. Alors que nous sommes en deuil, nous soutenons les familles touchées. Nous continuerons à rester à vos côtés. Nous partageons votre peine et nous aiderons ceux qui ont subi ce traumatisme. Nous sommes tous engagés dans cette épreuve dont la Sierra Leone se relèvera. Pour aider la Sierra Leone à se relever, le chef de l'État a fait appel à l'aide internationale. Sur le site, des entreprises chinoises nombreuses dans le pays prêtent main forte à la recherche de nouvelles victimes. 600 personnes sont encore portées disparues. No tiempo, nous n'avons pas peur en catalan, c'est la phrase que des centaines de Barcelonais ont scandée pendant les longues minutes d'applaudissements qui ont suivi une minute de silence à midi, place de Catalogne, en hommage aux victimes des attentats de Barcelone et de Cambrils. Suivez.
Le recueillement et l'émotion. Des milliers de personnes réunies place de Catalogne autour du roi et du Premier ministre espagnol. Minute de silence, applaudissements, puis un cri collectif. Nous n'avons pas peur en catalan. Hommage aux victimes des attentats qui endeuillent tout un pays. Barcelone, où jeudi en fin d'après-midi, une camionnette a fauché des piétons sur la Rambla, l'une des avenues les plus touristiques de la ville. Elle est passée ici, vous voyez, elle est venue par là et elle a tout rasé sur son passage. 14 morts et une centaine de blessés, des victimes d'une trentaine de nationalités différentes. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Le conducteur de la camionnette est, selon la police, toujours en fuite. La police qui a annoncé l'arrestation de 4 suspects, on ne connaît l'identité que de l'un d'entre eux, Drissou Kabir. Il serait lié à la location de la camionnette. C'est celui qui a été arrêté à Ripoll et l'autre est né à Melilla, donc espagnol. Il a été arrêté à Alcanar. Nous les relions aussi à un incident dans la commune d'Alcanar. Une explosion qui a tué une personne. L'attentat qui a endeuillé Barcelone est lié, selon les enquêteurs, à celui survenu dans la nuit de jeudi à vendredi dans la station balnéaire catalane de Cambrils. Même mode opératoire, une voiture a foncé sur des piétons, puis a percuté un véhicule de la police, laissant les témoins sous le choc. J'ai vu 2 personnes mortes, mais on a pensé que c'était des terroristes parce qu'ils portaient quelque chose qui ressemblait à une ceinture d'explosifs. De fausses ceintures ont confirmé quelques heures plus tard les autorités espagnoles. Les 5 assaillants présumés ont été abattus. Un policier et 6 civils ont été blessés, dont un dans un état critique à Cambrils. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Et parmi les victimes de 34 nationalités différentes, on compte une Belge tuée et au moins 26 Français blessés, dont une dizaine grièvement. Au total, au moins 14 personnes ont péri dans l'attaque de Barcelone et plus de 80 ont été blessés. Des victimes auxquelles touristes barcelonais ont rendu hommage ce matin dans la capitale catalane. Regardez. En hommage aux victimes, les passants commencent à apporter des fleurs. Ils allument des bougies et déposent des peluches. « Vous n'aurez pas ma haine », dit cette inscription en plusieurs langues. Barcelonais et touristes se recueillent. L'émotion est palpable. Pourtant, la vie reprend. La foule se presse déjà sur la place où le drame a eu lieu. Tout le monde est toujours heureux dans cette ville, tout le monde sourit tout le temps. Hier, ça a changé, mais je ne pense pas que ça va changer pour longtemps. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, tout le monde est de retour dehors, les gens reprennent leur quotidien, et je ne pense pas que ça aura un impact à long terme sur les gens. On va tous se rapprocher et faire bloc. On ne voulait pas rester cloîtrés à l'hôtel tout le week-end. On ne peut pas laisser ces gens nous empêcher de sortir et de vivre. Horreur sur la Rambla, tous unis avec force. La terreur frappe Barcelone. Ce sont les unes des journaux ce matin. Ce kiosquier a rouvert, mais il est choqué. Je suis comme tout le monde, triste. Ça ne peut pas être autrement. Mais la vie continue. Déjà, des personnes affluent pour donner leur sang dans les hôpitaux de Barcelone, par solidarité. Nous nous rendons maintenant en Chine où le sort d'un ressortissant français inquiète le Quai d'Orsay, celui d'un pâtissier arrêté pour infraction supposée aux règles sanitaires. Il est emprisonné depuis 5 mois. Suivez. Sur ces images de la télévision chinoise, l'arrestation de Laurent Fortin et son audition par les policiers. Ce pâtissier normand de 48 ans est en prison depuis 5 mois à Shanghai. Employé de cette chaîne de boulangerie, il est accusé d'avoir utilisé de la farine périmée. Les autorités chinoises en auraient saisi 578 sacs. Depuis le département de l'Eure, sa famille vit dans l'angoisse. Il a eu un avocat qui l'a vu 2 fois en 4 mois, qui lui dit qu'il a commis un crime. Et avec ça, il risque
entre 1 an et 15 ans de prison. C'est un salarié chinois qui fait éclater le scandale. En mars, il filme dans les cuisines la farine incriminée. Il montre même les sacs avec les dates de péremption dépassées. Décembre 2016 pour celui-ci. En touchant la farine, on pouvait voir qu'elle était déjà jaunie. Elle avait une odeur de moisi. C'est clair qu'elle était avariée. L'un des patrons de l'entreprise, ce Français que l'on voit descendre de vélo, a réussi à fuir de Chine avant d'être inquiété. Pour sa famille, Laurent Fortin n'est qu'un fusible. Elle s'inquiète en plus pour sa santé fragile. Il a des soucis cérébraux, il a un problème de dos, il fait beaucoup d'hypertension, il a un traitement qui ne doit pas être interrompu. On l'a signalé au consulat, on l'a signalé à la Chine. On m'a répondu simplement qu'en Chine, on savait faire des molécules et qu'on pouvait prendre le relais sur son traitement. Ce matin, le consulat français a demandé aux autorités chinoises une liberté sous caution de Laurent Fortin. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.